Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Tristan Edern Vaquette. Bonjour. Bonjour. Donc je précise qu'on est chez moi, pour les fans de Tristan Edern qui se demanderaient... Pas tellement pour les fans de Vaquette, c'est surtout pour les connards qui passent leur vie sur internet et qui ont besoin de faire des commentaires. Ah putain, Vaquette, enculé de Bourges, il a un bel appart. Donc c'est pour ces boulets-là, il précise de façon très amicale. Donc je vais présenter rapidement Tristan Edern Vaquette pour les quelques personnes... J'ai le tableau d'Anne van der Linden, moi, pas des croûtes. C'est ça. Chez moi. Voilà. Là on le voit pas entièrement. On le voit pas, donc c'est pas grave. Je vais présenter Tristan Edern pour le peu de gens sur Terre qui ne le connaîtraient pas encore. Et puis on passera au vif du sujet avec les quelques questions que je vais préparer. Alors, je vais te tutoyer déjà, parce qu'on se connaît, donc je vois pas pourquoi on se voirait. Oui. Alors, tu es une des figures de la scène underground française. Tu es écrivain, musicien, chanteur, performeur et désormais rappeur. Tu comptes à ton actif... Enfin, désormais, auteur de polar. Parce que Alors, depuis ça a encore bougé. On va en parler. Tu as à ton actif un roman qui a été prix Goya en 2003 et qui s'appelait Je gagne toujours à la fin. 4 spectacles, plus d'une 50aine de chansons. Dont le dernier, Crevez tous. Voilà. Un DVD, 3 CD, 200 chroniques radio, même plus, c'était la radio libertaire, des performances et de nombreux textes, ça je l'ai déjà dit. Donc, c'est une production qu'on peut qualifier de polymorphe. Et alors là, je cite ton site, donc crevetous.com. Tu as des racines punk, drôles et engagées. C'est ça ? Ouais, c'est pas... Voilà. Il faudrait rajouter drôle, punk et engagé, puis il faudrait rajouter, si on veut faire rapidement un tour de mon travail rapide, un côté aussi intello, on va dire avant-garde. Alors j'y viens justement. Tout ce qui est désagréable, quoi, finalement. Voilà. Tu es donc diplômé d'une grande école française. Alors, pas d'une grande école, je t'en prie. Pas d'une grande école, on va penser que je viens de Sciences Po, d'une chose horrible que ça. Je suis normalien. Je suis diplômé de l'école normale supérieure, la vraie, celle de Paris, rue Dieu. Pas celle de Lyon, pas celle de Cachan, pas celle de Monteur-Prolétariat intellectuel. Non, je suis diplômé, effectivement, avec mention, classé dans les 10 premiers, du DEA de physique théorique de l'école normale supérieure rue Dieu. C'est mieux que tu le dises toi, parce que sinon on ne croira pas. Et donc, s'il y avait une seule étiquette à te mettre sur le dos, ça serait celle, en tout cas celle que tu acceptes, c'est celle de trash intello, c'est ça ? Ouais, mais ça c'est quitte à foutre une étiquette. Ce que j'aime bien au trash intello, d'abord c'est moi qui l'ai inventé, donc j'ai une boîte que pour moi, ça me plaît bien ça. Et en plus, ça permet de comprendre assez vite, à la fois le côté, on va dire trash radical, qui fait que ça va pas plaire à la bourgeoisie culturelle abonnée à Télérama, qui a pas envie qu'on la dérange. Et de l'autre côté, un télo, ça ne va pas plaire aux rebelles qui vas-y, legalize, qui ont juste envie d'un discours où les bicots dehors, si c'est Soral, je sais pas de quel bord sont les abrutis, mais c'est les mêmes. Bon, merde, j'avais dit plus jamais Soral dans l'interview. Tu vois, tu as une mauvaise influence sur moi. Exactement, mais on va en parler. Des choses. Et non, mais passons Soral, on s'en fout. Et donc c'est pour dire cette double boîte qui est une niche, pour le moins pointue, à la fois s'adresse à des gens qui ont envie de choses un peu radicales et ont envie aussi d'une forme un peu audacieuse, intelligente, intéressante, voilà. Très bien. Directement, parlons d'autres humoristes. Tu ne te qualifies pas. Ah non, c'est un mot que je déteste. C'est un mot en tout cas je me qualifie pas du tout. Parce que moi mon but il n'est pas de faire rire. Il m'arrive parfois, souvent, de moins en moins, d'utiliser le rire pour dire des choses. Bon, voilà. Soral, par exemple, pour dire non, j'ai trouvé que ce qui était pertinent, j'avais pas fait un grand texte intello sur Soral, je trouve qu'il ne mérite pas, donc j'ai fait une chanson sur les mensonges de l'extrême droite, cette extrême droite qui n'est pas l'extrême droite. Bon, j'ai fait un truc, moi j'ai pas honte, je suis un nazi. Bon, je trouvais que c'était rigolo de faire ça comme ça, donc je peux utiliser, mais moi je me sens pas humoriste dans le sens où j'arrive pas sur scène en me disant il faut que je fasse rire les gens, je m'en fous complètement. Moi j'essaye juste d'être sincère et de leur transmettre, je sais pas, d'être, oui, et d'être, je sais pas quel mot employer de façon qui va passer, mais disons être un délégitimeur, quoi, quelqu'un qui va essayer de faire un provocateur, provoquer la réflexion des gens. J'essaye ça. Alors voilà, l'humour est effectivement une des armes de la provocation, mais attention parce que depuis les années 80 et ce qu'on appelle l'humour Canal+, on s'est rendu compte aussi que l'humour a été énormément dévoyé pour être en fait un outil du conformisme social, un outil de consolidation du conformisme social. Précisément. Voilà. Alors qu'il était historiquement un outil de subversif.
Et c'est pour ça que je mets des fois des points d'honneur à faire exprès de m'éloigner de l'humour, parce que c'est quoi l'humour souvent? C'est dire ah je déconne, non je le pensais pas, non je déconne. Il y a des moments où j'ai envie de dire ça je le pense, voilà. Parce que sinon c'est l'humour qu'elle a plus, c'est les des chiens. C'est ah les pauvres ils sont ridicules, etc. Voilà, finalement les pauvres sont des cons. Mais on n'assumerait jamais de dire les pauvres sont des cons, parce qu'en plus on est lâche, alors on est à la fois odieux et lâche. Moi j'aime pas du tout ce genre d'humour. Donc humoriste, non. D'accord. Alors je n'ai pas encore posé ma question, vous l'avez remarqué, mais en effet elle porte là-dessus, c'est que Guillon et Porte viennent d'être virés de France Inter. Donc moi, tu vas commencer à me tourner là, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Que penses-tu de ce limogeage en règle? Est-ce que ça te révolte? Sincèrement, j'en ai mais rien à foutre. Moi, suite à ça, à toutes ces machins médiatiques, j'ai été écouter une chronique de Guillon et une chronique de Porte. La chronique de Guillon, c'était paraît-il sa chronique la pire, celle qui a fait scandale, était subversive. J'ai rigolé parce que moi qui... C'est laquelle aucune... Je suppose que tu me rappelles... Sur Strauss-Kahn peut-être? Ça me dit rien, mais j'ai tellement sorti vite de la tête, je sais plus. Ouais. C'était censé être très subversif. Bon, j'ai rigolé parce que moi qui ai fait des trucs, qui ai eu des ennuis pour ce que je faisais, des vrais ennuis, ça m'a semblé vraiment mais tout doux pour du subversif. Et en plus ça m'a semblé pas bon, prétentieux et surtout ça m'a semblé insincère. C'est-à-dire le mec qui se regarde à côté, enfin, c'est tout ce que j'aime pas. Et voilà, à la limite, le problème c'est pas que ces deux-là partent de France Inter, c'est pourquoi des types comme moi ou des types comme Coste ne seront jamais sur France Inter, ne joueront jamais dans une salle subventionnée. C'est qu'à un moment, la France est quand même centralement un pays décadent, un pays vieux. Alors si effectivement on en est réduit à trouver Guillon subversif, ça veut dire qu'on peut pas aller bien loin aujourd'hui, quoi, parce que je pense quand même que ça ne l'est pas beaucoup. Quant à Porte, j'ai écouté une de sa chroniques où il disait va te faire enculer, machin. Ça, lui, c'était un peu le contraire, je l'ai trouvé plutôt simple, plutôt rigolo, il se faisait rire lui-même, donc il y avait un côté pas en poche, Guillon, j'ai pas senti ce type. Après, si ça se trouve, c'est très bien, j'ai écouté une chronique, je vais pas te juger sur une chronique. Porte m'a semblé plutôt sympathique. Après, je découvre pas ce qu'est Philippe Val, j'ai pas besoin de découvrir la médiatisation de Porte et Guillon pour savoir ce qu'est Philippe Val et tous ses reniements, le pseudo subversif. Il était déjà chiant sur scène il y a 15 ans qu'on allait le voir avec Fond et Val. Bon. Il était déjà un curé de gauche, bon maintenant il est un curé de droite. C'est lui qui les a virés justement, donc il est accusé aujourd'hui d'être le père de la censure. Bah oui, de toute façon c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, mais en même temps, j'ai pas grand chose d'intelligent à dire là-dessus. Moi, j'aimerais bien juste qu'on entende autre chose que sur les ondes, des choses qui vont plus loin. Donc on va me répondre, oui, mais alors si déjà on les censure, oui peut-être, on les censure, voilà. C'est comme l'histoire Ciné Hebdo, je veux dire, moi j'en ai rien à foutre de Ciné Hebdo, c'est un journal de vieux, tu fais pas un journal subversif avec Isabelle Alonso. Oui, mais quand même c'était mieux que Charlie Hebdo, ouais c'est mieux que Charlie Hebdo, je m'en fous. Moi le monde que je rêverais c'est pas celui-là, et ce monde-là m'intéresse pas. Alors, je croupis dans l'underground, c'est une belle vie, faut-il croire. Mais est-ce que le politiquement est-ce que le politiquement incorrect peut être sur des grandes chaînes de radio ou de télé? Parce que si toi on t'invitait, est-ce que tu irais? Bien sûr, mais moi j'irai partout. Ouais. J'irai partout. Mais est-ce qu'on... Oui. Voilà. Et est-ce que la Terre s'arrêterait de tourner? Non. Est-ce que Philippe Val me virerait au bout de 3 chroniques? Oui. Est-ce que Philippe Val aurait raison et est-ce que c'est obligé? Non. Tadei m'a fait passer sur Europe 1 en plein milieu de l'après-midi. Je me suis pas censuré une seule seconde. Il a passé une de mes chansons qui s'appelle Manifeste, que j'imaginais pas passer sur Europe 1 à 3h30 de l'après-midi, avec une croix gammée sur un drapeau bleu-blanc-rouge. Il s'est rien passé. Je pense que 99% de ses collègues, c'est quoi la censure? 99% de ses collègues auraient fait on va pas inviter. Et puis si tu veux qu'on parle de France Inter, je peux te raconter une anecdote, mais on va pas inviter Vaquette, on va avoir des embûches. Et cette chanson, tu comprends bien, Vaquette, on peut pas la passer. Il l'a passé, il s'est rien passé. Voilà, c'est ça la censure. C'est surtout de l'autocensure. Évidemment, il n'y a que de l'autocensure. Il se passe rien. Après, t'as des cons, je passe dans l'émission de Tadei, je mets les pieds sur la table et des cons qui font on ne doit pas mettre les pieds sur la table à la télé. Ouais. Quand on est à ce niveau-là, je veux dire, quand on est à ce niveau-là de conformisme et de bêtises, le problème c'est que c'est ça la France aujourd'hui.
la France est de plus en plus un pays vieux et liberticide. Alors effectivement, moi je trouve que, tu vois, je vais te donner une réponse intelligente, je l'avais pas préparée, j'y avais pas réfléchi, mais le truc de Guillon, ce que ça m'inspire, c'est que ça prouve à quel point on est un pays conformiste où on peut rien, parce que même Guillon, qui fait rien, quoi, qui dit rien, même lui, c'est trop subversif, et on nous agite une polémique sur la liberté d'expression et sur la trash attitude et sur la provocation. Donc ça existe, ça va, il y a des provocateurs, la preuve ils se font virer. C'est plus confortable que de mettre des vrais provocateurs, hein. Hop, et voilà. Alors justement, je vais rebondir un peu parce que est-ce que tu as certainement entendu parler de cette histoire de drapeau français avec lequel un jeune se torche les fesses et qui a reçu un prix de la Fnac à Nice, je crois. Tu n'étais pas au courant? Non. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que c'est le nouveau conformisme, c'est de se torcher le cul avec le drapeau en gros, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Bah, je sais pas, là tu me balances un truc, je connais pas les tenants et les aboutissants. Pour moi, tu me donnes deux stimuli opposés. J'ai l'impression que dans cette France de plus en plus réac, où on veut donner aux joueurs de foot à la prochaine Coupe du Monde, ils auront une charte déontologique, où ils devront chanter la Marseillaise, sinon ils n'iront pas à la Coupe du Monde. J'ai l'impression que aujourd'hui se torcher avec un drapeau bleu-blanc-rouge est un tout petit peu subversif. Je t'aurais pas dit ça il y a 15 ans, parce qu'il y a 15 ans c'était post-68 art, ça faisait le truc consensuel. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est tellement descendu bas que même des provocations qui auraient été consensuelles il y a 15 ans sous Mitterrand deviennent un petit peu vraiment provocatrices. Donc ça, se stimuler, je me dis ça. En même temps que la Fnac donne un prix à quelqu'un de vraiment subversif, je me dis, peut-être elle n'est pas très subversive, ce là donc je sais pas, faudrait voir les choses. Après, il y a aussi des bonnes surprises. Un type comme Orelsan, il a fait un scandale pour sa chanson Sale pute, sale pute, sale pute. Bon, il se trouve que c'est un album fantastique, et que ce type, il a du talent. Donc des fois, ils se trompent, les censeurs. Ils arrivent même à faire des vraies polémiques sur des choses qui ont vraiment du talent, mais ils font pas exprès. Bon, voilà, qui sait, si ça se trouve, je vais bientôt passer à la télé, tout est possible. Ah bah tu y es déjà passé. Oui, je l'ai passé dans les grandes émissions, passé en dehors que dans le ghetto de Tadei. Ma dernière question concerne la liberté d'expression. Est-ce que tu as l'impression que la liberté d'expression se libère malgré tout en France avec des gens comme, allez, je vais citer quelqu'un que tu adores, Éric Zemmour, qui... Attends, je finis ma question. Tu vois, c'est toi l'humoriste. Bah, je sais. Si Éric Zemmour représente la liberté d'expression, c'est un chien. Peut-être pas la tienne, mais la liberté Mais non, mais d'expression... aucune. La liberté d'expression consiste, me semble-t-il, à défendre les idées avec lesquelles on n'est pas d'accord. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça, sauf que Éric Zemmour, il défend pas des idées, il défend le... Bon, vas-y. Alors, je finis ma question, et tu vas pouvoir la voix de son maître. Éric Zemmour est attaqué par des associations antiracistes, quasiment toutes. Or, il est toujours à la télévision, et même très présent, voire trop présent, diront certains, dont ma pomme. Est-ce que pour toi, c'est une avancée dans la liberté d'expression? Mais non, je veux dire, c'est juste un changement dans la doxa. C'est juste un changement dans la doxa. T'avais des chiens antiracistes qui s'exprimaient sous Mitterrand en 85, t'entendais que. Voilà. Aujourd'hui, comme moi j'ai toujours un mauvais esprit, aujourd'hui que la doxa dominante est complètement à la droite radicale, t'as un type comme Zemmour qui est dans tous les médias effectivement, et un type comme moi qui tient des propos gauchistes, qu'on invite toujours pas dans les médias dominants. C'est juste un glissement de la doxa dominante. La liberté d'expression, elle a pas augmenté. Et globalement, elle a diminué du fait que ce qu'il y a dans la tête des gens, c'est pas forcément qu'ils ont moins le droit de parler. C'est que ils sont de plus en plus conformistes. Et de toute façon, les médias ont de moins en moins d'ouverture sur ce qui sort de la doxa dominante. Les journalistes sont de plus en plus lâches. Ils aiment de moins en moins la merde. Ils aiment de moins en moins l'anticonformisme. Non, la liberté d'expression, elle n'augmente certainement pas. Et Zemmour, on est plutôt le contre-exemple que l'exemple, quoi. Je veux dire, Zemmour, une fois encore, c'est pas ses idées avant tout que j'aime pas. C'est ce qui se diffuse derrière, c'est-à-dire que je suis Zemmour, je te parie ce que tu veux, qu'en 85, il aurait été antiraciste. Il aurait fait ses chroniques. Oui, aujourd'hui les racistes sont partout, les fachos sont partout. Il faut faire quelque chose, mais moi j'ai le courage d'aller plus loin que les autres et de réclamer la tête des fachos. Il aurait fait ça, juste ça, c'est un petit chien de télé. C'est juste ça, le mec il dit, s'il avait conscience qu'un mot qu'il pouvait dire allait lui faire perdre sa place, il ne dirait pas. C'est ça que je trouve débectant. Et moi je l'ai eu en face de moi, je l'ai vu dans ses yeux, ça. Voilà, alors c'est une attaque ad hominem, il fera l'impression que tout ça, etc. C'est ça qui me déplaît. Alors qu'un type comme moi, tu changes de régime, je serais toujours contre et toujours à la marge. Bon, il me reste mon honneur, voilà. Et pensez ce que vous voulez, bande de blaireaux, il se prend pour qui? Oui, je me prends pour quelque chose de merveilleux, pour quelqu'un de merveilleux, car je suis merveilleux. Le son numéro 1 peut-être est merveilleux, vous avez noté bien. Et arrêtez avec vos commentaires à la con. Bon, voilà. Et toujours pour rester sur cette liberté d'expression, est-ce que tu considères que des insultes ou des attaques comme islamophobes ou sionistes font régresser la liberté d'expression? Ouais, plutôt, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que cette espèce de débat, on dit plus rien, sauf de la diabolisation de l'autre et de ayez peur de l'autre méchant de l'autre côté, c'est une façon aussi de parler de débat de fond. Tu sais, la phrase intelligente là-dessus, elle
Je vais dire 2 phrases intelligentes, qui sont pas de moi. Donc, ça conclura pas. C'est pour ça qu'elles sont C'est intelligentes. pour ça qu'elles sont intelligentes. Il y en a une que tout le monde connaît, elle a été reprise, c'est celle de Chomsky, où il dit, si je dis à la télé, l'Iran est un État terroriste, je peux le dire en 20 secondes. Tout le monde a compris, tout le monde est d'accord. Si je dis les États-Unis sont un État terroriste, si on me laisse pas une demi-heure pour expliquer ce que je veux dire, soit c'est pris pour une provocation, soit pour du porte-nawak. Et il y a le fondateur du Café de la Gare, Romain Bouteille, dans son dernier ou avant-dernier spectacle, il dit une phrase fantastique, il dit « Ça se passe comment la censure à la télé ? Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de censure sur le fond. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça voudrait dire qu'il faudrait dire aux dirigeants qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. Donc déjà, pour pouvoir leur donner des idées de ce qui pourrait être subversif. Donc il faut mieux pas. La censure à la télé, elle est juste sur la durée. Hein. Essaie de dire quelque chose d'intelligent en 10 secondes. Hein. Eh bien, Soral ou Zemmour ou Caroline Fourest, dont vous cherchez tout à l'heure, ces gens-là, c'est pas une question de bord politique. Ils exposent leurs idées en 10 secondes. Ça prouve qu'il n'y a pas d'idée. Une idée complexe et intelligente, elle ne peut pas s'exprimer en 10 secondes à la télé. Et c'est là où la télé fait réduire la liberté d'expression. C'est là, c'est dans la forme, pas dans le contrôle du fond. Parfait. Bah, c'est sur un point d'accord très intéressant qu'on termine cette interview. Crevetous.com, hein. Crevetous.com, le nouveau roman de l'indispensable, du champagne, un cadavre et des putes. À sortir Dès que je suis en train d'écrire, je suis Voilà. toujours en retard sur mes projets. J'espère avant la fin de l'année, mais ça se trouve un peu après. Mais de quelle Des année nouvelles sur crevetous.com. Tout à fait, abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà, donc raison de plus pour s'abonner. Il y a une encyclique aux fidèles du Grand Mythe Vaquetien, c'est-à-dire une newsletter pour les profanes. On peut recevoir régulièrement des nouvelles, enfin régulièrement quand j'en écris, donc une fois tous les 2 ans, des nouvelles de ce que je fais, et voilà, du champagne, un cadavre et des putes. Merci. Et alors ce qui est génial, c'est que tu tapes sur Google champagne, pute, donc en général quand tu cherches ça, tu cherches pas le roman de Vaquette, et t'arrives sur Vaquette. Je suis le maître du mot.